vais pas arrêter mes petites fictions d'une minute parce que c'est des choses que j'enregistre par 5. C'est quand tu es dans un état un peu bizarre. T'allumes là, et puis on part. En général, quand j'arrête, il y en a 10 minutes. Il y a 2-3 idées que j'avais, je sais que je les ai mises, mais souvent, tu as 5-6 petits bouts de vidéo d'une minute et je les oublie. C'est juste quand je les retransfère sur l'ordi après que « Ah ouais, t'avais fait ça, t'avais... » C'est pour ça que j'ai besoin de cette expérience. Mais alors, elle me prive de quelque chose. C'est cette parole libre, quelque chose qui pour moi tient presque plus du podcast, mais de la proximité. Ne pas être face à l'appareil, là, comme je me mets souvent, tu es à ta table, mais juste inviter l'appareil ici avec l'ordi dans le fond du champ. Je fais même pas de copie écran, juste je le laisse là. C'est ça aussi dont j'ai besoin. Est-ce que ça fait trop de vidéos? Bah, bien sûr. Est-ce que tu vas supposer que quiconque regarde la totalité de tes vidéos? C'est pas ça la question. C'est est-ce que c'est parce que tu auras une sorte d'âge de te dire tu peux laisser se développer ça à l'excès, à l'infini? Ouais, de toute façon, puisque toi t'arrêteras. Est-ce qu'il faudrait mieux le faire comme Henry James avec le matériau écrit? J'ai l'impression de plus de risques parce que ça laisse flotter. Donc bon, on va faire ça comme ça. On laisse partir. Pourquoi vouloir tout organiser, cadrer, etc. En tout cas, c'est ça que je voudrais retrouver. Une espèce de petite bulle, et puis... est-ce que tu parles à quelqu'un ou est-ce que tu te laisses aspirer par... qu'est-ce que tu regardes ici? Tu sais pas ce que tu regardes, sinon que la totalité est impliquée. Et dans la totalité, le monde, c'est ce qui nous entoure, et il vient par là, par la grande fenêtre. Alors j'ai souvent parlé de ce site que je lis depuis 20 ans. Là, la figure, c'est Karl Dubost. Et c'est un site extrêmement sommaire. Simplement, ça fait plus de 25 ans qu'il existe. Et il poste au jour le jour ces petites... alors, c'est toujours un petit peu la même chose. Un titre, une photo qu'il vient de faire ou qui vient de ses archives. Mais là, récemment, il a déménagé à Tokyo et ça... le blog est repris à toute allure parce que quelqu'un de la ville. Et puis chaque mois, une lecture. Là, il est dans Écrire de Marguerite Duras. Avec toujours ce côté, pour moi, qui me questionne, que si tu regardes, c'est hurler sans bruit. C'est se taire, c'est hurler sans bruit. Le fait qu'ils prennent n'importe quel livre, qu'ils prennent uniquement par ce petit détail, par ces toutes petites gouttes, tout d'un coup, tu dis, mais ce texte, moi, je l'ai lu, relu des tas de fois. Est-ce que ce hurler sans bruit, je le portais? Donc, c'est là aussi cet échange qui est important avec la vidéo. Parce que même si tu prends des choses qu'on a lues ensemble, qu'on connaît ensemble, c'est les remettre en travail par ou dans le partage. Alors, il y a toujours une sorte de jeu, de jonglerie entre la citation et puis ce qui lui arrivait au jour le jour, ou avec son jeune fils. Là, par exemple, il met des liens. Un peu d'histoire autour du caractère Sperluette. Allons voir. Jamais il y a de billet de Karl qui soit sans que je découvre quelque chose. C'est-à-dire que cette vision poétique du monde, elle est aussi dans les liens qu'il donne et l'assemblage de pages extérieures à son site qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est ce qui me lie profond au numérique. Alors souvent, il y a des trucs très savants aussi, parce que c'est son métier de développeur, corriger les bugs pour Mozilla ou je sais pas quoi. Donc il y a beaucoup de réflexions sur l'Internet même. Et voilà un tout petit passage d'une ligne et demie. Il existe un point éloigné de toutes activités humaines dans l'océan Pacifique, le point Nemo, en référence au sous-marin de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ce point est utilisé pour renvoyer nos poubelles de l'espace sur Terre. Alors évidemment, je clique. Sur quoi je tombe? Un article qui vient d'une revue américaine qui se présente pas comme scientifique, qui se présente chose d'intérêt, vous savez, comme on dit, comme Seishonagon ou comme montagne. Alors de quoi il s'agit? Je vais laisser
l'image là en plein, c'est est-ce qu'on peut calculer le point de la planète qui soit le plus éloigné de tous les autres? Ça paraît simple. Il se trouve qu'un mathématicien l'a fait. Alors, on a son nom. Il a fait ça en 1992. Alors, c'est truffé de pubs. Et ça, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est pas bien. Alors, il s'appelait... donc, ce technicien de surveillance, je pourrais pas le prononcer. Son prénom, c'est Hrvoje. Et son nom, Lukatela. Alors, disons que c'est un nom qui ressemble un petit peu norvégien, mais je peux me tromper. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il a assemblé des triangles. C'est-à-dire, si tu supposes ce point qui soit le plus éloigné, tu fais toutes les combinaisons, c'est-à-dire qu'en chaque point de la planète, tu calcules quels sont les 3 points les plus proches. En Alaska, en Antarctique, en Californie, ou ce que tu veux, puisque forcément c'est dans le Pacifique Sud, mais tu fais tourner un algorithme sur la modélisation de la vieille surface un peu patate de la planète, et pour chacun de ces points, tu calcules quels sont les 3 points les plus proches. Ça fait une infinité de triangles qui se superposent, tu fais un algorithme, les triangles s'assemblent, et puis tu finis par trouver le triangle avec ce point qui a généré là les 3 points les plus proches, et que ces 3 points sont les plus éloignés que tu aies pu trouver. Je le dis un peu bazar ou pas trop? Non, en tout cas, voilà un point, là, dans le milieu de l'océan Atlantique, c'est un point qui est en mer. Voilà, ici, on a la photo de la plus proche, à quoi ressemble la plus proche terre émergée. C'est évidemment inhabité. Et si on prend la carte, donc, dans l'Amérique du Sud, là, ça doit être l'Indonésie ou le Japon, je ne sais même pas, en tout cas, quelque chose là qui est l'Antarctique. Et puis, non, oui, c'est l'Indonésie. Eh bien, ce petit point entouré d'un cercle rouge, si on cherche le point le plus près en Amérique du Sud, en Antarctique, en Indonésie, il n'y a pas de lieu plus isolé sur la planète. Il se trouve que scientifiquement, il y a encore un autre truc. C'est-à-dire que c'est des zones qui sont tellement agitées dans le sud Pacifique qu'il y a une espèce de mouvement tourbillonnaire qui fait qu'au milieu, il y a une masse d'eau froide et que les eaux qui portent des nutriments sont sans cesse repoussées de ce point. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que dans cette zone-là, il n'y avait rien de comme élément biologique. À partir de là, nouvelle salve d'expérience. Dans un endroit comme ça où il n'y a aucune vie apparente, dans une énorme masse d'eau qui est éloignée de toute activité humaine. Si on prend un micro, là, comme le mien que j'ai, tu le descends et tu captes le bruit sous-marin. Qu'est-ce que tu vas entendre? Et là, grand mystère, ils font cette expérience et ils entendent des bruits terrifiants, des bruits de chaos. Bon, alors, maintenant, on sait que même si c'est à 20 000 km, et que c'est justement les points équidistants sont tous à peu près à 18 000 ou 20 000 km, la banquise qui se défait en Antarctique, elle craque, et ces masses qui craquent et s'effondrent, c'est ça qui génère des... Je vais vous le faire mieux. Des bruits qui se propagent donc à des milliers et milliers de kilomètres. Simplement, ce point, on l'a appelé Nemo à cause du capitaine. Et pour nous qui avons Jules Verne là, wow, que tu as lu toute ta vie, relu toute ta vie, évidemment, c'est déjà beau de l'appeler, d'après le capitaine du Nautilus. Mais le mystère, c'est que H.P. Lovecraft, en 1926, quand il écrit L'appel de Cthulhu, CTHLHU, eh bien, lui, il a une map monde. Il a toujours une map monde, il la tient de son grand-père maternel. La maison était vendue, mais il a sauvé la map monde, et puis un buste de Milton, et l'Encyclopédia Britannica, plus quelques armoires à vitrines. Quand il ira s'installer un an à New York, il fera venir sa bibliothèque avec porte vitrée. Son buste de Milton, sa map monde, et son Encyclopédia Britannica. Sur la map monde, Lovecraft, il a bien pigé
Lui, il n'avait pas d'algorithme, il n'avait pas de triangle, il n'avait pas d'ordinateur, mais s'était dit, c'est ça le point. Et donc, tout au fond, c'est là qu'il a mis Ortolo, qui dort et qui ne dort pas. Ortolo, qui vient des âges bien préhumains et qui pourrait un jour se réveiller, surtout avec ses rituels et ses sectataires qui, par-ci par-là sur la planète, cherchent tout le temps. Ah. Ça rime à quoi cette histoire? Que Lovecraft était déjà là, dans ce point scientifique le plus étrange, et où ces boum viennent à 20 000 km, la banquise antarctique qui craque. Et ce qu'il a repéré, le Karl, c'est ça. À quoi ça peut servir de savoir où c'est le point de la Terre le plus éloigné de tous les autres? Toutes ces masses qu'il y a dans l'espace, ces objets qu'on a lancés, ces satellites qui redescendent, ces choses qu'on détruit ou qu'on coupe pour qu'ils... qu'est-ce qu'on en a fait de ce point qui a la chance, sur cette pauvre vieille planète, d'être le plus éloigné de tout contact possible avec les hommes? On en a fait le cimetière de l'espace. C'est-à-dire que tout ce qui doit retomber sur la Terre, on le programme pour que ça tombe ici. Et ce lieu d'eau qui est entouré par des tourbillons, il n'y a même pas de nutriments. On en a fait une casse. Comme ces casses de bagnole. Le jour où je traversais à la sortie de Nantes, là, je m'étais gouré, je n'ai pas réussi à prendre l'autoroute pour repartir vers Angers-Tours. Et je suivais la Loire, et puis tout d'un coup, tu passes dans une petite rue toute sinueuse, là, en plein dans ces zones totalement hors urbanisme qui longent la Loire, et puis il n'y a plus que des espèces de casses comme ça, un peu sauvages, quelques caravanes. On a fait notre casse de l'espace. Et où on a fait notre casse de l'espace? Dans cette seule zone qui avait la chance d'être la plus éloignée de tous les autres points de souffrance de la vieille planète. Voilà. Je ne sais pas si je continuerai, mais je veux m'octroyer cette liberté-là. Il y a des ateliers d'écriture, il y a des lectures 30 minutes. Je veux reprendre aussi mes impros sur le numérique. Ouais, ça fait un paysage. Quoi, t'es une radio à toi tout seul? Bon, c'est pas bien grave. Il y en a qu'on fait bien pire. Mais je voudrais retrouver cette fibre-là, du carnet, de la proximité, de l'imaginaire, ce partage aussi lointain avec mon copain Karl, là, qui est à Tokyo, puis que ça prenne cette forme-là. Petite bulle de nuit. Le point Nemo. Juste en bas dans la vidéo, je vous mets le lien vers l'article